Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un honneur de vous retrouver à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. On est très content de vous apporter cette émission, cette nouvelle édition bien sûr. Et aujourd'hui, regardez, prenez vos cahiers, il y aura évidemment de la bonne information. On est très content comme je le dis et moi, Jackson Germain et Sherline Duverneau, on va vous apporter cette émission. Sherline, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec toi. Bonsoir Jackson, merci, c'est un plaisir d'être avec toi aussi. Comme Jackson vient de le dire, c'est le mois de l'histoire des Noirs, on est au mois de février et c'est la raison pour laquelle qu'on a fait le choix de quelqu'un très influent dans la communauté pour venir nous parler des enjeux, des impacts de la politique, de l'économie et aussi des impacts sociaux sur toutes les communautés, surtout la communauté noire. Excellent. Alors, c'est pas n'importe qui, on va pas vous faire attendre. Il s'agit bien sûr de Monsieur Frédéric Boiron. C'est un idéal type, c'est une icône dans notre communauté. C'est quelqu'un qui porte toujours une parole d'espoir. C'est quelqu'un qui a toujours le bon terme pour expliquer les réalités sociales. Il est sociologue. Bien entendu, avec lui, on va avoir cette émission autour de l'avènement de Donald Trump. Et on va voir les impacts socio-économiques de son mandat, bien entendu. Et il y a la peur un peu partout. Il y a la peur un peu partout, que ce soit en politique, en économie, un peu partout. Mais tout le monde, en Europe, un peu partout, eh bien, on a peur de ce monsieur. Eh bien, on va voir ça avec monsieur Frédéric Boiron, à qui on dit bonsoir, monsieur Boiron. Alors, Frédéric Boiron, bonsoir, bienvenue à notre émission. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Eh bien, merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur de me donner la possibilité de vous rencontrer et puis la possibilité de parler à votre auditoire. Donc, c'est vous qui me faites cet honneur-là. Quand même une petite correction. Tu as dit, c'est pas n'importe qui. Quand je suis chez moi, c'est n'importe qui. Je comprends. Mais c'est à nous de vous vendre, c'est à nous, parce qu'on sait ce que vous représentez pour notre communauté. On sait, si on dit on est haïtien, ah ouais, vous êtes du même pays que Frédéric Boiron. Ben, voyez-vous, c'est comme vous nous représentez et ceci valablement. Donc on est fiers de le dire et de le signaler. Ben oui, c'est lourd. Et mais on n'a pas peur parce qu'on sait qui vous êtes, au fait, ce qui fait qu'on est fiers de le dire ainsi, monsieur Boiron. Alors, dis-nous, c'était que généralement on présente nos invités, mais on préfère vous poser la question. Si vous devez vous présenter, ben, vous diriez quoi en fait? Ben, moi, je suis sociologue, je suis québécois, d'origine haïtienne. Et puis pour moi, c'est un avantage sérieux que j'ai de pouvoir tirer ce qu'il y a de plus beau dans la culture haïtienne et le sens de l'hospitalité, le vivre ensemble, la joie d'être ensemble, puis d'aller chercher aussi ce qu'il y a de plus beau dans la culture québécoise, le sens du compromis, le sens du nous collectif, de vouloir trouver des moyens d'établir le dialogue sans être obligé de se battre, mais d'être capable de débattre, puis de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc c'est des avantages que j'ai. Je suis auteur, j'ai écrit 3 livres sur l'état de la démocratie. Si j'en ai pas publié d'autres, c'est parce qu'il y a eu une pandémie, donc j'étais un petit peu coincé dans l'idée d'écrire. Il y avait toutes sortes de soucis qu'on pouvait avoir pendant une pandémie. Vous m'avez probablement vu dans les grandes chaînes d'information, RDI, Radio-Canada, France 24, Télémétropole. France 24, Télémétropole, qui est très important pour moi. C'est un des endroits où j'ai la chance de parler de la situation d'Haïti. Et quand j'étais en Haïti, à présenter mes livres à 2 reprises et on disait de moi en Haïti que je suis infréquentable. Et c'est une expression que j'utilise pour me présenter. J'ai réalisé que ce que je dis, les gens en Haïti ne peuvent pas se permettre de dire ça. Parce que ils risquent leur vie, ils risquent leur emploi, ils risquent tout de dire ce que moi je dis. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était une responsabilité que je devais assumer de dire ce que les gens n'ont pas la possibilité de dire. C'est pas parce qu'ils ne le pensent pas, je ne suis pas plus brillant qu'un autre. C'est tout simplement parce que il y a un risque énorme en Haïti de dire des choses. Et il y a même, à la rigueur, c'est un de ces endroits où je fais de l'autocensure parce que je dénonce des gens. Je dénonce des gens ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France.
Mais en Haïti, il y a des gens qui ont des postures que je pourrais dénoncer, mais je sais que je mettrais leur vie en danger. Donc, je me retiens parce que je n'ai pas le droit de mettre les gens en danger pour une opinion. Et mon opinion n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est de dire que c'est une interprétation que je fais. Ouais. Donc, quand j'interprète, évidemment, j'interprète sur des faits, des faits réels qui sont vérifiables et tout, mais quand même, d'aller trop loin ou de dévoiler quelque chose sur Denis Coderre ne mettra pas sa vie en danger. Dévoiler quelque chose sur Gérard Depardieu ne mettra pas sa vie en danger. Mais il y a des journalistes en Haïti, il y a des politiciens en Haïti qui se comportent comme des voyous et des salauds, mais je ne veux pas les mettre en danger. C'est ça. Pas seulement les mettre en danger, mais moi, parfois, je me dis, est-ce que c'est nous, dans la diaspora, est-ce qu'on a quelque chose à faire pour Haïti? Comme moi, en tant que jeune, j'ai grandi en Haïti, je suis venue ici en 2011, et parfois, je me dis, mais c'est pas l'Haïti que j'ai connu lorsque je l'ai quitté en 2011. Maintenant, les choses sont devenues de pire en pire, jour après jour. Puis je me dis, en tant que personne influente dans la communauté, oui, on ne veut pas les dénoncer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ceux qui sont là-bas? Mais d'abord les protéger. Oui. D'accord, donc de ne pas mettre les gens en danger dans nos opinions et tout. Mais chacun de nous va faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'il a comme outil. Moi, c'est l'outil que j'ai. Et si d'autres n'ont pas d'outils pour aider à transformer cette société, on ne peut pas exiger ça des gens. Okay. Il y a des gens qui peuvent transférer de l'argent pour leur famille, etc. Bon, si c'est ça qu'ils peuvent faire, c'est ça qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai la possibilité d'être entendu par des décideurs sur la scène internationale, au Canada certainement. Je suis écouté. Donc, c'est moi qu'on invite aussi à parler dans les grandes émissions qui traitent sur la question haïtienne. Donc, j'assume cette responsabilité-là de m'assurer que mon propos est sérieux, rigoureux, solide, et que par la manière que je vais l'amener, par la valeur de ce que j'amène, je serai écouté, je serai entendu, et je peux avoir un impact. Absolument. D'accord? Donc, mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là, parce que tout le monde n'a pas tous les outils dont je dispose, mais chaque personne a ses propres outils. Et il y a des outils qui sont utiles pour la question haïtienne, et il y en a qui ne sont pas utiles, mais qui sont utiles à autre chose. Donc, on a quand même une communauté dans laquelle il y a des gens qui font avancer la communauté. Il y a des gens qui font avancer d'autres choses, qui font avancer la société québécoise. Absolument. Moi, j'essaie de faire avancer ce qui m'interpelle aussi. Il y a des sujets, il y a des problématiques sociales qui ne m'interpellent pas. Donc, c'est une énergie que ça me demanderait trop de travail. Il faut vraiment que les choses viennent me chercher personnellement. Oui. D'accord? Et quand ça vient me chercher personnellement, watch out. Parce que là, il n'y a rien qui va m'arrêter. Oui, je sais, comme la déclaration, parce que je vous suis sur Facebook, puis je sais que lorsque quelque chose vient vous chercher, watch out. Et dernièrement, on a vu ça, Jackson, puis c'est sûr on extrapole un peu, on sort de Haïti, qu'on va aller en Amérique. La déclaration du journaliste à la radio concernant le Super Bowl. Puis lorsque vous avez fait 2 publications, puis ça m'avait touchée. Puis je me dis, enfin, il y a des gens dans la communauté Jackson qui osent, puis qui prennent la parole pour comme dénoncer certaines actions ou certains propos. Oui, et là encore, j'ai publié 3 textes. Il y en a un qui n'est pas précisément sur lui, c'est un texte qui s'appelle « Eux autres, on le sait bien ». Ah oui, je l'ai lu. Où je dis que le premier réflexe que nous avons comme individus, quand nous voyons l'autre qui est différent de nous, qui fait quelque chose qui nous déplaît, le premier réflexe que nous avons comme individus, c'est de dire, comme Québécois, c'est de dire « eux autres, on le sait bien ». En créole, « qu'on nous connaît ». Donc, à partir de ce réflexe-là, ce que vous allez dire après, la façon que vous allez gérer ce réflexe qui est dans votre tête, va faire toute la différence. Et ce qui est arrivé à Louis Lacroix, le journaliste en question, c'est qu'il a vu des jeunes noirs à la télé et lui, il s'est dit « eux autres, on le sait bien ». Et là, il a écrit sur Twitter « ma télé a été envahie par des gangs de rue ». Gangs de rue. D'accord?
Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce propos-là, c'est qu'il s'est dit, eux autres, on le sait bien, quand ils sont comme ça, quand ils sont habillés comme ça, quand ils parlent comme ça, quand ils chantent comme ça, ça doit être des gangs de rue. Donc là, il écrit ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui est raciste là-dedans? Ce qui est raciste là-dedans, c'est que tu dis que chaque fois que je vois un noir qui ressemble à ce que j'ai dans ma télé, c'est sûrement un gars de gang de rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jeune noir professionnel qui sort de l'UQAM, mais qui décide de s'habiller avec un coat en jeans, puis qui vient chercher une job chez vous, tu ne vas pas lui donner parce que tu te dis, ça doit être un gang de rue. Eux autres, on le sait bien. S'il vient louer un appartement dans ton bloc, tu vas dire, ben là, on ne va pas louer un appartement à ce gars-là, c'est sûr qui va amener sa gang. D'accord? Donc, ce que nous avons tous à gérer, que ça soit dans nos rapports parce que nous avons tous, à mon avis, à un moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois, quelque chose qui nous dérange et qu'on regarde l'autre puis qu'on se dit, eux autres, on le sait bien. Mais Frédéric, est-ce que par rapport à ça, le vivre ensemble, ça perd papier? Parce qu'en fait, on constate qu'il y a la peur de l'autre qui s'installe au jour le jour, la peur du noir, la peur de l'arabe, la peur du musulman, la peur de celui qui décide d'avoir une orientation sexuelle X ou Y, Z. Il y a cette peur, mais le Québec, ça n'a pas été toujours comme ça. Vous êtes ici depuis les années 70. C'est comme, je vois que on est en train de... C'est comme une histoire qui va se répéter à l'identique par rapport à l'année où il n'y avait pas beaucoup de Noirs ici. Oui. Là, maintenant, les Noirs sont dans toutes les écoles, on fait de l'université. Mais pourquoi on a tendance à dire ça? D'abord, petite correction. L'autre ne décide pas d'avoir une orientation sexuelle. L'autre a une orientation sexuelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'on décide. Tiens, je vais être gay cette semaine. Non. D'accord? Donc ça, je ne peux pas laisser passer parce que ceux qui m'écoutent me le pardonneraient pas. C'est le sociologue, je comprends. Donc, mais maintenant, le principe, c'est le principe de Machiavel. C'est-à-dire, il faut diviser pour régner. Donc, il faut qu'on différencie l'autre pour pouvoir gagner le vote des uns, il faut démoniser l'autre. Donc, ici au Québec, au cours des dernières années, on a vu que c'est l'immigrant qu'on démonise. Oui, bien d'accord? sûr. Mais le Canada anglais a longtemps démonisé le Québécois blanc francophone. Oui. Donc, et pourquoi chacun va tirer... quand le Québécois blanc francophone était démonisé, c'était un rapport économique. C'est-à-dire qu'on disait... Je raconte souvent cet épisode de l'histoire du Québec. C'est un monsieur qui s'appelait Donald Gordon, qui était président du CN. J'ai écrit un texte sur mon blog là-dessus, qui s'est présenté au Parlement canadien pour négocier des crédits pour le CN. Et puis, on lui a posé la question, mais pourquoi il n'y a aucun Canadien français comme cadre supérieur au CN? Et il avait répondu, il n'y a aucun Canadien français assez compétent pour être cadre au CN. Wow. Donc, mais... c'est l'équivalent du gars qui regarde dans sa télé qui dit que moi je vois des Noirs, eux autres on le sait bien, ça doit être des gangs de rue. C'est exactement la même démarche. D'accord? C'est la même démarche, c'est-à-dire qu'on prend l'autre, on prend une image de l'autre. Probablement qu'il a eu un Canadien français qui était cadre puis qui a pas été à la hauteur, puis à ce moment-là, mais tous les Canadiens français deviennent des incompétents. Donc, c'est ça, cette généralisation. Et quand on fait cette généralisation, ben, ça nous permet justement de classer des gens. Et le racisme, c'est ça, c'est la racialisation, par exemple, de dire, OK, vous êtes une race inférieure. Dans la race humaine, vous faites partie de cette race inférieure que sont les Autochtones, les Noirs, etc., etc. Donc, c'est un comportement humain qui nous amène justement à classer les gens en fonction de leur couleur. En fonction de leur couleur, de leur orientation sexuelle, de leur origine, de la langue, de leur appartenance et même de leur quartier. Oui, absolument. exactement. Oui. Ici à Montréal, quand vous dites que vous venez d'Hochelaga-Maisonneuve, déjà ça part pas très bien. Mais si vous venez d'Hochelaga-Maisonneuve, en bas de la traque, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien. D'accord? Donc, mais tout ça, c'est dans la tête de celui qui regarde. En anglais, on dit « Beauty is in the eye of the beholder ». OK? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. T'es belle pour moi, t'es pas beau. T'es beau, t'es pas belle. Tu sais, donc,
cette peur de l'autre, c'est une construction qui permet de gagner quelque chose. Alors, si moi, je décide que je vais m'attaquer à une catégorie bien précise de la population ou même de la communauté haïtienne, et puis je vais m'attaquer à... je vais amener... J'ai assez de pouvoir de la parole là, pour aller chercher quelques personnes pour qu'on haïsse une couple de personnes. Oui. D'accord? Donc, mais ça, c'est une décision. C'est ça. Parce que c'est rentable. C'est ça. Ce qui nous amène au mot diviser pour régner. D'ailleurs, je peux dire que c'est vraiment le cheval de bataille de plusieurs politiciens au Québec et aux États-Unis. D'ailleurs, au Québec, en 2022, lors des élections, on a assisté aux déclarations du ministre du Travail à l'époque, je pense, M. Boulet, qui a dit que les Noirs ne travaillent pas ou peu importe. Je ne me rappelle pas vraiment de ces expressions, de ces propos. Et là, en 2024-2025, on assiste à quelqu'un très influent, on peut le dire, parce que c'est le président des États-Unis qui rentre dans le même jeu. D'ailleurs, c'était toujours son jeu en 2020 et maintenant en 2025. Quel impact pour les gens de la communauté, surtout les gens de la communauté noire, l'avènement de M. Trump au pouvoir? D'abord, arrêtons-nous sur Jean Boulet, Oui. qui avait dit que 80% des immigrants vivent à Montréal, ne parlent pas français, ne travaillent pas. Voilà, c'était ça. Il était ministre de l'immigration. D'accord? Okay. Et ça s'est passé pendant les élections et François Legault a dit, ouais, là, c'est pas très brillant, c'est ce qu'il a fait comme déclaration. C'est sûr qu'on le remettra pas ministre de l'immigration. Maintenant, il est ministre du Travail. Mais il est ministre du Travail. Oui, ministre du Travail. Exactement. Oui. C'est encore pire. Exact. Ouais, c'est D'accord? vrai. C'est encore pire parce que de dire ça, que les immigrants ne veulent pas travailler, etc., les immigrants peuvent toujours prouver qu'ils travaillent. Mais de mettre quelqu'un comme ministre du Travail qui tient un propos, parce que je tiens à le préciser, qui tient un propos discriminatoire, Oui, c'était discriminatoire. il ne devrait plus jamais être ministre. Absolument. Mais pourtant, on l'a remis là. Bon. Maintenant, l'avènement Trump, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, l'Amérique est une Amérique esclavagiste, ségrégationniste, et est une Amérique aussi qui n'a jamais réussi à guérir ses blessures profondes comme société. Blessures, si c'en est, dépendamment de où on est. Hein? Alors, si vous faites partie des communautés marginalisées, des communautés noires, etc., ce sont des blessures que vous portez. Mais si vous faites partie de la communauté qui a bénéficié de tout ça, c'est pas une blessure, c'est quelque chose avec lequel on va essayer de composer. Bon, on peut avoir un peu de gêne avec ça, mais quand même. D'accord. Maintenant, ce phénomène-là de la façon de concevoir l'immigration, l'autre même, pas seulement l'immigration, les Noirs américains, les Autochtones américains aussi. Donc, la façon de diviser cette société-là, c'est toujours le même principe de diviser pour régner. Mais il ne faut pas croire que Trump est quelque chose de particulier dans le monde. C'est-à-dire qu'en Europe, ça fait des années qu'on tient ce genre de discours. Oui, absolument. Non seulement que l'Amérique a sa propre histoire, ségrégationniste, etc., mais le discours est venu, la vague de fond est venue d'Europe. D'accord? Marine Le Pen, je pense. Bien avant Marine Le Pen, il y avait son père, Jean-Marie, il y en ouais. avait d'autres avant ça. Et on a vu une droitisation même de ceux qui étaient de gauche. Toute la théorie du grand remplacement, ces choses-là, qu'on dit, ben oui, mais les immigrants veulent nous remplacer, veulent prendre notre place, etc., etc. Donc, eux ont leur réalité sociale et chaque pays a ses propres réalités. Mais l'idée de départ, c'est que tout le monde veut trouver un ennemi. Parce que si on n'a pas d'ennemi, on n'est pas capable de rallier des gens. Donc, pour rallier des gens, il faut que nous ayons tous le même ennemi. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Si on veut gagner des élections, il faut trouver un ennemi. On cristallise un ennemi. Et l'immigrant au Québec, pendant les dernières élections, a été l'ennemi. Oui, ça a été l'ennemi. Mais jusqu'à présent, d'ailleurs, je pense, à chaque élection... Mais maintenant, je dirais que c'est drôle qu'on dise ça parce que dernièrement, je faisais la réflexion, l'immigrant était tellement l'ennemi qu'il occupait toute la scène. Absolument. Tous les médias, tous les jours, c'était là-dessus. Arrive Trump, l'immigrant n'est plus la cible. On n'en parle plus. On n'en parle plus.
On n'en parle plus. On parle de tarifs, tu sais, De tarifs douaniers, de tout. tout, de la panique, etc. Mais c'est vrai. On parle, est-ce qu'on retourne au pétrole, on retourne pas au pétrole, etc. Puis tout d'un coup, On cherche de nouveaux marchés. Oui. Est-ce qu'on va vendre l'aluminium où? non, il me semblait qu'il y a à peine un mois ou deux, On l'immigrant, était c'était comme Ouais. l'ennemi majeur qu'il fallait. Et François Legault disait qu'on avait 500 000 immigrants de trop. Oui. Puis il fallait réduire ça, il fallait ça, il On fallait parlait des ça. écoles et tout. Des écoles, ils prennent nos places dans nos garderies, on ne peut Oui. pas avoir L'hôpital d'enfants. est congestionné. Les hôpitaux sont congestionnés, les écoles sont congestionnées, les garderies sont congestionnées. Ce qui est un fait, hein. Ouais. Plus vous avez une explosion. Crise du logement, il y a pas crise assez du de logement, ouais. il n'y a pas de C'est logement. l'immigrant. Tout d'un coup, Tout est On n'en rappelé parle dans plus. l'ordre. on n'a plus de problème de logement, on n'a plus de problème de garderie, on peut avoir des enfants, les immigrants ne volent plus nos places. Donc, ça veut dire que c'est un discours politique. Le discours était rentable à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ben oui. C'est-à-dire que quand vous avez autant de personnes qui arrivent dans un pays, dans une ville, c'est clair que vous allez avoir des problèmes de logement. C'est ça. clair que vous allez avoir des problèmes dans les urgences, dans les garderies, dans les classes. C'est clair, il n'y a pas de problème avec ça, c'est clair. Il n'y Mais a pas de doute. des fois, c'est parce que ça marque, c'est comme ça cache le manque d'efficacité ou d'investissement aussi dans ça, parce que Oui, sauf la que- logique. sauf qu'on ne peut pas résoudre à court terme. Donc, les immigrants arrivent à court terme, mais pour résoudre le problème au niveau des infrastructures, Ça prend du ça temps. prend du temps. Absolument. Donc, on ne peut pas construire des salles de classe en un an. D'accord? Donc, on ne peut pas construire des nouvelles écoles et puis tout ça, puis se mettre... Et puis tout d'un coup, ils s'en vont, puis là, on est prêt avec des nouvelles écoles. Donc, il y a une planification à avoir sur le territoire qui prend beaucoup plus de temps. Mais tout simplement, ce que je veux relater, c'est pas que ce qui était dénoncé comme problème n'était pas un problème. C'est qu'on en a fait tellement un discours politique Ouais. que c'est devenu quelque chose d'extrêmement dangereux pour les gens Oui. d'être immigrants, puis de Ben dire, oui. mais calvaire, c'est ma faute s'ils sont pas capables d'avoir d'enfants. Et puis là, tout d'un coup, ben, les immigrants ont la vie tranquille parce que c'est plus eux le problème. Ouais. La planète entière a un seul problème. Un seul C'est problème, Donald c'est Trump. Ça s'appelle Donald Trump. Donald Trump. Ouais. Donc, tout le reste a été soudainement invisibilisé. Oui. Mais pourtant, on aurait pu très bien continuer, on pourra très bien continuer après Donald Trump à invisibiliser le problème puis le régler. C'est Oui. Plutôt que de monter les gens un contre l'autre. Plutôt que de créer cette peur de l'autre qui fait que tu te dis, ouais, mais c'est la faute des immigrants, tout est la faute des immigrants. Donc, c'est ça l'importance de pouvoir nuancer ces discours-là. Puis des fois, c'est important de les faire taire aussi. Oui. D'accord? Il faut les faire taire. Oui. Voilà. C'est ça. Absolument. Mais en fait, les impacts, c'était ça la question. Pensez-vous que l'arrivée de Trump, ça aura un impact direct pour nous autres noirs, nous autres de la communauté noire, en fait? Bon, d'abord, aux États-Unis, ça a un impact. D'accord? Ça a un impact et ça n'en a pas. Le premier impact, les programmes de diversité, inclusion, etc. Et ça aussi, j'ai écrit là-dessus. Les premiers bénéficiaires des programmes de diversité, inclusion, je me rappelle plus, c'est des EDI, EDI, oui. équité, diversité, inclusion. D'accord. Les premiers bénéficiaires de ces programmes-là, ce sont les femmes américaines blanches. Oh, D'accord. pourtant, on C'est parle paradoxal. Non. Les premières, ce sont les femmes blanches aux États-Unis qui bénéficient de ces programmes-là dans des organisations, des corps d'emploi, des professions qui étaient, je dirais, traditionnellement masculines. OK. Donc, c'est elles qui en bénéficient. Les premiers. Ça ne veut pas dire que les autres n'en bénéficient pas, mais les premiers bénéficiaires, ce sont les femmes blanches. 52% des femmes blanches américaines ont voté pour Donald Trump. Oui. Donc, elles se sont tirées dans les pieds. Oui. D'accord? Et ça aussi, quand je vous dis ça, c'est pas de dire qu'une femme blanche va pouvoir occuper un poste de génie, d'ingénieur dans un domaine qui était majoritairement occupé par des hommes. Non, ça veut dire qu'elle va pouvoir fréquenter une faculté d'études qui était majoritairement fréquentée par des hommes. D'accord? Donc, c'est systématique, là.
D'accord? Donc, il y a une montée, il y a un ensemble d'étapes que la personne va traverser pour éventuellement l'amener à faire exploser le plafond de verre. Et ça, c'est l'avantage des femmes, comparativement aux autres minorités, c'est qu'elles ont un symbole qui dit exactement c'est quoi la discrimination systémique, la misogynie systémique. C'est le fait que, justement, il y a des obstacles invisibles qui font que... C'est pas pour rien qu'on appelle ça un plafond de verre. D'accord? Il y a des obstacles invisibles qui sont extrêmement difficiles à cerner et celles qui vont passer à travers, ça va prendre il va falloir leur donner des avantages pour pouvoir passer à travers. OK? Et le plafond de verre a ça comme mécanique, c'est que c'est un plafond qui est autoréparateur. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un l'a explosé, il va se refermer et il va se refermer à double tour. Donc, la prochaine personne, ça prend plus de travail. Voilà, on parle souvent de la première femme qui a fait ci, qui a fait ça, mais on ne parle pas de la deuxième parce que probablement qu'il n'y a pas de deuxième. Oui. D'accord? Oui. Donc, et ça, vous enlevez femme, vous mettez noir, vous mettez autochtone, vous mettez communauté LGBTQ, vous allez avoir un plafond de verre. Oui, c'est l'intersectionnalité parce que là, on est une femme, on est noir, puis on est de la communauté LGBTQ, donc on a toutes... Au Québec, une femme gagne entre 89 et 91% du salaire d'un homme. Une femme noire, intersectionnalité, gagne 65% du salaire d'un homme. Wow. Pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle est femme et noire. Une femme arabe va gagner 55% du revenu d'un homme. Oui. Pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle est femme et musulmane. Oui. Une femme arabo-musulmane, pardon. OK? Parce qu'elle est tout ça. Je ne vous parle même pas des femmes autochtones, là. Non. D'accord? Les données, on parle de gens qui sont scotchés au plancher. Là. Ouais, c'est criant. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que il n'y a pas un seul plafond de verre. Mais comme société, on n'a pas évolué, Frédéric. Parce que on est en 2025. Mais les femmes arabes, les femmes noires fréquentent l'université, arrivent à être excellentes dans des métiers dits d'hommes. Mais ça n'a pas changé sur le marché. La réalité sur le marché, ça n'a pas changé. Oui. On n'évolue peut-être pas aussi vite que tu l'aurais souhaité. Mais on évolue. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont arriver à des endroits qui étaient impensables il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 Absolument. ans. Donc, on avance. On aurait tous souhaité que ça aille plus vite. Oui. Mais ça ne va... Un changement de structure, ça se fait comme ça. Un changement de culture, c'est un processus extrêmement long qui prend des générations. Oui. Okay? Des générations. Donc, ce n'est pas vrai que de mon vivant, je vais voir une profession, il n'y aura plus de plafond de verre. Ça n'arrivera pas. D'accord? Ni de ton vivant, ni du tien. D'accord? Mais, il y en a une qui passe, deux qui passent, trois qui passent. On monte. Mais il faut être patient. Oui. On a tendance à penser que lorsqu'on parle de la première femme, puis on a tendance à dire qu'elle doit préparer la place pour celles qui vont venir. Mais lorsqu'on vient de dire qu'une fois que cette femme-là passe, la porte, on a mis une deuxième clé, c'est refermé oui. doublement pour empêcher les autres femmes. Parce que là, on reste en politique. C'est sûr qu'on veut parler de politique américaine, mais on va parler de 2022, ce qui est arrivé à Mme Anglade. On a vu, c'est la première femme noire qui était devenue chef d'un parti politique québécois. Puis, on a vu tout ce qui se passait dans les médias. On a vu ce qui se passait dans son entourage. Puis on s'est dit, mais OK, Madame Anglade, en tant que femme noire, elle a vécu ça, mais est-ce qu'il y a une autre femme noire qui va oser? Parfois, on se pose la question. Mais oui, parce qu'avant Dominique Anglade, il y a d'autres femmes noires qui ont vécu d'autres choses. Elle n'a pas pour autant dit, tiens, parce que d'autres ont eu de la difficulté ou ont échoué, moi, je ne me présente pas. Non, je veux dire,
Dominique Anglade a toutes les compétences qu'il Absolument. faut pour devenir première ministre du Québec. Et Absolument. puis elle était à la bonne place, peut-être au mauvais moment. mauvais moment, D'accord, mais elle était à la bonne place. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est arrivé dans le cas de Dominique Anglade, c'est qu'il n'y a pas eu de course à la chefferie du Parti libéral parce que cette course-là devait se faire en pleine pandémie. Oui. Or, cette course-là l'aurait certifié. D'accord? Donc, c'est comme si ça l'avait handicapé par le fait que les circonstances ont fait que son adversaire Monsieur Curson. s'est démis. Ah, Monsieur c'est Cusson démis, s'est démis. exact. Et donc, ça, il faut le mettre Dans le là-dedans. contexte. Mais c'est pas parce que Dominique n'avait pas les compétences. C'est tout simplement que ce contexte-là fait qu'elle n'a pas été capable de mesurer l'appui réel qu'elle avait Qu'elle dans avait, le oui, parti. dans le parti, Ça aurait certifié cet appui-là. Et là, elle aurait pu avoir tout le tonus qu'il faut pour dire, bon, mais c'est mon parti, le parti m'a choisi C'est de, ça. de, de, Il y a de une sorte plein de droit. légitimité. C'est ça. en fait. La légitimité a été, si on veut, d'une certaine manière. C'est un peu ce qui est arrivé à Kamala Harris aussi. Kamala Harris. Il n'y a oui. pas C'est eu de ça. course au C'est ça. leadership. Et ça vient fragiliser la légitimité. La légitimité, ouais. Surtout que lorsqu'on est femme, encore, on pense que parfois on pense que vu qu'on est une femme, c'est une faveur qu'on nous a faite. Pourtant, c'est des femmes qui ont beaucoup de talent, mérite. beaucoup de... C'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ok. D'accord? Que quand c'est ça tout le discours autour de l'EDI aux États-Unis présentement. Absolument. C'est-à-dire que les femmes, les Noirs, les personnes de LGBTQ qui accèdent à des postes vont dire, ouais, mais si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es noir. Si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es une femme. Si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es gay. Si tu as ce poste-là... Non. Donc, c'est tout ça qu'on veut nous faire croire. Et faire croire que les gens n'ont pas acquis ça sur le mérite. Ouais. Donc, ça fait partie aussi Du discours. du discours discriminatoire, raciste, misogyne, homophobe, etc. Ça fait partie de tout ça. Ouais. Donc, et le démantèlement de ces programmes-là, actuellement, il est accompagné de ce discours. Ok. De dire que, bon, les gens, non, ça va être au mérite. Donc, ça veut dire, quand on dit que ça va être au mérite, ça veut dire qu'on dit que tout ce qui s'était fait avant n'était pas au mérite. Ouais, justement, on va venir, on va parler du programme EDI, puis on sait que comment, ici au Québec, ce programme-là a été mis de l'avant. On parle de EDI dans la fonction publique, qu'elle soit québécoise, fédérale et aussi municipale. Puis, une des particularités au fédéral, c'est que lorsqu'on veut postuler pour un poste, on nous demande de nous auto-identifier, c'est-à-dire est-ce qu'on est noir, femme, etc. Puis, j'étais à une conférence, puis il y a une fonctionnaire qui a posé la question, ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que nos dirigeants vont suivre la vague pour couper ce genre de programme-là et dire que maintenant, ça va être au mérite, comme si on ne méritait pas, nous. Oui, mais j'espère qu'au Canada, on est différent. J'espère. J'espère qu'on est différent. Je ne dis pas que si un gouvernement conservateur rentre au pouvoir, qu'il n'y a pas des acquis qu'on va perdre, mais essentiellement, les gouvernements qu'on a connus sont des gouvernements, je dirais, plus de centre-droit, centre-gauche. Donc, on est capable, malgré tout, de dire que ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles... Ce sont des choses qui sont fondamentales. On n'aurait pas eu besoin de EDI au Québec pour plusieurs choses, par exemple. Je ne dis pas qu'il y a des fonctions, des organisations dans lesquelles c'est fondamental, mais essentiellement, je pense que la société québécoise, on était déjà pas mal en avance sur tout le monde, Oui. d'accord, dans ces choses-là. Il faut quand même reconnaître qui nous sommes. Comme Oui. société québécoise, nous avons déjà une très bonne longueur d'avance. Mais quand on regarde aux États-Unis, nous n'avons pas la même histoire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes, mais nous n'avons pas la même histoire. Donc oui, il y a du racisme systémique ici, il y a de la misogynie systémique, il n'y a pas que le racisme qui est systémique, il y a de l'homophobie qui est systémique. Oui. Tout ça est systémique. Donc s'il y a de l'homophobie systémique, de la misogynie systémique, mon Dieu, il faudrait vraiment qu'on soit une société distincte pour qu'il n'y ait pas de racisme systémique. Absolument. Bien qu'on dit au Québec qu'on est une société distincte.
Oui, mais on n'est pas si distinct que ça. C'est toujours une bonne maudite limite. Là. Oui. Exactement. Alors, je rappelle à tout le monde, on est avec Frédéric Boiron, auteur, professeur d'université. Non, je rappelle. je ne suis pas professeur. Alors, professeur au cégep. cégep. Professeur au cégep. Non. Je suis chargé de cours. Ah, chargé de cours. Pas la même Là, il y a une chose. différence. Il y a une différence. Ok, chargé de cours, bien sûr. C'est Sociologue, bien entendu, il ne va pas dire le contraire. Alors, avec lui, on est en train de réfléchir pendant cette période, le mois de l'histoire du noir, sur des réalités qui nous concernent en tant que communauté. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et c'est ainsi que vous avez... on est fiers qu'il nous représente comme communauté à travers ses propos, à travers la parole qu'il porte, à travers les précisions aussi qu'il aime donner, parce que souvent on a tendance à mélanger les termes, mais lui il est là pour porter la bonne parole et mettre les points sur les i, et aujourd'hui c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Donc Frédéric, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est en fait la place des Noirs ici au Québec, surtout le terme nègre. Moi, je suis un amant de la littérature et je viens de Jérémie, j'aime les lettres. Quand on lit dans le temps, il y a la négritude, ça a été toujours une fierté de parler de la négritude. On se rappelle par exemple Léopold Sédar Senghor, premier noir admis à l'Académie française. Lui, c'est quand même quelqu'un qui a fait la promotion de cette négritude. Aimé Césaire, on peut avoir tous les problèmes aussi avec Dr François Duvalier, mais il y a le côté noirisme quand même qu'il avait à travers ses écrits, il a fait la promotion. Mais on voit présentement, c'est comme le terme nègre, c'est devenu une insulte. Alors, pendant cette période, moi, je voudrais avoir cette réflexion avec vous, parce que ici, ils disent le mot en haine. En haine, exactement. On peut même pas citer. Tandis que pour nous, et même aux États-Unis, les chants, les négo spirituals, c'est quand même des chants de révolution, oui, des chants de prise de conscience, de motivation. Mais c'est quoi votre réflexion sur D'abord, tout ça? je me dissocie de la référence à François Duvalier et le noirisme, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est porteur de terreur. Non, mais je dirais même de prétexte à une terreur. Ah, ok. D'accord? Donc, c'est pas du tout... Ça n'a aucun lien avec ce qu'ont voulu faire les pères de la négritude, dont Senghor... et Aimé Césaire et Gontran Damas, qui vient de la Guyane. Donc, ce sont vraiment les trois fondateurs qui voulaient qu'on comprenne que... C'est Édouard Stacco que vous connaissez, qui est du sommet afro, qui m'a dit à un moment donné, mais dans ce débat sur le mot nègre, sur le mot en haine, il m'a dit, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, les Haïtiens, c'est un mot que nous avons dompté. Oui. D'accord? C'est-à-dire que ça fait partie de notre vocabulaire de tous les jours en créole, donc c'est-à-dire que ça exprime quelque chose. Absolument. Et c'est un mot qu'on retrouve dans des chants révolutionnaires, dans la poésie, dans les poèmes, pas seulement en Haïti. Je parle de Gontran Damas. Il a un de ses poèmes qui a été déclamé par Christiane Taubira à l'Assemblée nationale. Vous avez intérêt à écouter ça. Quand ça me reviendra tantôt, je vous le dirai une partie. Nous les nègres, nous les maigres, qu'attendons-nous pour pisser sur cette misère qui nous est faite ou quelque chose comme ça. Mais c'est dans Black Label. Vous irez chercher, c'est quand même quelque chose de magnifique. Vous irez le chercher sur YouTube pour écouter Taubira déclamer. D'accord? La beauté de la chose est là. Et donc, et moi, j'ai donné des conférences où j'ai dit aux gens, on va faire un voyage tous les deux. On va descendre à l'aéroport à Port-au-Prince. Vous allez demander à un chauffeur de taxi de vous amener à la ville qui s'appelle Fond-du-Mot-en-Haine. Moi, je vais lui demander de m'amener à Fond-des-Nègres. Puis on va voir c'est qui va arriver en premier. Okay? Puis je leur dis, Fond-des-Nègres, c'est à 15 km de Fond-des-Blancs. Oui. Donc, ça veut dire que pour nous, ces histoires-là... Mais vous connaissez le pays. Bien sûr, c'est mon pays. Mais vous avez laissé à 12 ans quand même. Oui, mais quand même, c'est mon pays. J'y retournais, jusqu'à tout récemment, j'y retournais pour aller visiter le pays. Donc,
c'est-à-dire que ces mots-là, dans notre culture, n'ont pas d'importance. Évidemment, quand vous avez devant vous des gens qui utilisent ce même mot pour vous insulter, Absolument. donc là, on a un problème. Mhm. Maintenant, c'est comment on fait pour, justement, reprendre le contrôle du mot. Moi, je ne suis pas pour qu'on dise aux gens de ne pas utiliser un mot. Moi non plus. Parce que ce que je dis, il n'y a aucun mot qui, quand on ouvre le dictionnaire, on voit le mot qui a une valeur. C'est ça. Mhm. Le mot n'a ça. aucune valeur. Il n'a aucun poids. Le poids va être donné par La la personne qui façon l'utilise. qu'on va l'utiliser. Absolument. Le même mot qu'on utilise dans les chants patriotiques haïtiens, dans les poèmes, dans les textes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, mais c'est ce même mot qu'on va utiliser au Québec, en France, pour insulter. Absolument. Donc, c'est qui va prendre le contrôle du mot. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut redonner leur vraie valeur au mot. Et pour moi, le mot nègre, c'est un mot qu'il faut recommencer à dompter. utiliser, On n'a pas ouais. fini le travail. Oui. Non, on n'a pas fini le travail, d'où la raison pour laquelle, en 2020, vous avez produit un premier rapport en tant que conseiller stratégique indépendant pour le SPVM. 5 ans plus tard, d'ailleurs, en 2022, il y a eu un deuxième rapport. 5 ans plus tard, êtes-vous satisfait de l'évolution du SPVM face à la communauté noire en ce qui a trait au profilage racial? On va parler de culture organisationnelle. D'ailleurs, vous venez de dire que ça prend des décennies ou une vie pour changer une culture. Et aussi au niveau de l'EDI, puisqu'on en parle. Bon, alors, pendant que j'étais au SPVM, il y a un département de DI qui a été Oui. mis sur pied, Oui. qui est occupé par Rose-André Hubard, qui est haïtienne, et qui relève directement du directeur de la police. Ok. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pris à la légère. D'abord, non seulement Rose-André est extrêmement compétente pour faire son travail, mais elle relève directement de Fadi Daguerre, pour qui c'est une préoccupation majeure. Donc, ne serait-ce que pour cet élément-là, je pense que le travail que nous avons fait de réflexion est extrêmement intéressant. Fadi Daguerre est arrivé aussi avec d'autres programmes, par exemple, d'amener les gens, ces les policiers, ces nouveaux communautés. policiers, dans les communautés, à fréquenter les gens, etc. Un programme d'immersion qui est très intéressant. Absolument. Maintenant, moi, mon travail à moi, c'était de dire au SPVM et aux policiers, lorsque vous regardez quelqu'un, vous devez vous assurer de voir que ce qui est essentiel. Et la difficulté de ça, c'est que le travail de policier est basé sur l'identification de l'individu. Et l'identification de l'individu est basée sur, entre autres, la couleur de sa La peau. couleur de sa peau. Donc, on était dans des zones grises. Maintenant, ce que vous devez savoir, je me suis assis avec le président du syndicat des policiers. Il m'a dit, l'insulte suprême pour un policier, c'est de se faire traiter de raciste. Puis je lui ai dit, je vais vous donner la recette pour ne plus jamais vous faire traiter de raciste. Jusqu'en 1974, au Québec, par loi, la profession de policier était réservée uniquement aux hommes. OK. Maintenant, quand une problématique est systémique, ça ne veut pas dire que quand on change la loi, que les résout femmes le sont problème. déjà bienvenues le lendemain matin. Ouais. Alors, 50 ans plus tard, 51 ans plus tard aujourd'hui, ah ben, il y a encore de la discrimination envers les femmes policières. OK. D'accord? Ou des craintes, ou toutes sortes de petites tensions, de micro-agressions. Oui. D'accord? Maintenant, jusqu'en 1984, pour être policier au Québec, il fallait mesurer 5 pieds 8. Oh, OK. D'accord? Donc, les communautés autochtones, les communautés asiatiques, plusieurs communautés noires, les communautés latino-américaines n'ont pas une C'est moyenne clair. de 5 pieds 8. On parle de 5 pieds 5, 5 pieds 6. D'accord? Donc, vous comprenez que la police a été, pendant 50 ans, réservée À des géants. à des géants hommes blancs. D'accord? Et si vous allez maintenant, aujourd'hui, dans un poste de police, regardez, vous allez voir, est-ce que ce que je viens de vous dire là, les policiers ne ressemblent pas à ça? OK? Des grands hommes blancs. Ouais.
Maintenant, il y a des choses qui ont été faites parce que nous avançons. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont chefs de police au Québec. Il y a des femmes qui dirigent des grands corps de police au Québec. Il y a une femme qui dirige la SQ. Donc, il y a des gens de différentes communautés latino-américaines, autochtones, haïtiennes et autres qui sont dans la police et qui ne mesurent pas 5 pieds 8. Donc, ça veut dire que nous avançons. Cependant, ce que je dis aux policiers, c'est que si vous ne voulez pas être traité de raciste, de misogyne, d'homophobe, de tout ce que vous voulez. Et là, je dois aussi vous ajouter que en 2017, Denis Coderre avait présenté des excuses à la communauté LGBTQ pour les abus qui avaient été faits à cette communauté-là pendant les années 60, 70, 80, 90, 2000. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y avait une difficulté des communautés LGBTQ avec la police qui faisait des abus. D'accord? Maintenant, je leur dis, si vous ne voulez pas être traité de raciste, la seule façon que vous pouvez vous échapper, et c'est bon pour n'importe qui nous écoute aujourd'hui, pour toutes sortes de discriminations, je leur dis, traitez tout le monde comme si c'était un homme blanc, hétérosexuel de 5 pieds 8. Vous n'aurez aucun problème. C'est un gros défi. Le médicament passe partout. Essayez ça. Oui, on va l'essayer. En tout cas, vous me demandez si j'ai vu des changements. Oui. Et moi, je dis d'abord, je vois un leadership au SPVM qui est extrêmement inspirant. Je vois des policiers que je rencontre, je participe à des comités avec eux encore aujourd'hui. Je sens qu'il y a une volonté, c'est vrai, qu'on veut absolument éviter que des choses malencontreuses, qu'il y ait des actes racistes, etc. On veut ça, mais évidemment, c'est la police de Montréal, c'est 6 000 personnes. Hein. C'est 4 000 policiers plus 2 000 civils. Donc, la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui commette un geste inapproprié, qui dise un propos inapproprié, c'est pas facile à contrôler. Et quand ça va arriver, c'est tout le service de police qui va payer le prix. Qui va payer le prix, C'est ça. On l'a vu aux États-Unis, l'affaire Nichols, par exemple, ou l'affaire George Floyd. C'est toute la police de Minneapolis qui en a pris pour son rhume. Oui, bien oui. D'accord? Ben oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça n'arrive pas à Montréal. Mais en même temps, je me dis, on ne peut pas le contrôler. Non. D'accord? On ne peut pas le contrôler. Mais quand ça va arriver, moi, je suis convaincu que le travail qui se fait actuellement est fait pour que ça n'arrive pas. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. On n'a pas eu de cas spectaculaires. On n'a pas eu de cas spectaculaires depuis l'affaire Camara. On n'a pas eu de cas spectaculaires. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a pas eu de cas spectaculaires. Donc, il y a un travail qui se fait. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait comme travail avec eux. Je suis très content. Et ce n'est pas ce qu'on fait comme travail qui est important. C'est ce que les autres font avec le travail qu'on a fait. Oui, effectivement. Et moi, Fadi Daguerre s'était engagé à mettre en application l'ensemble de mes recommandations. Puis je les vois. Je vois ces recommandations-là se mettre en application. Donc, je n'ai pas de souci. Puis je sais que la personne qui les met en application, il ne le fait pas parce qu'il veut se débarrasser d'un gars qui a écrit un rapport. Là. Généralement, si on n'est pas content d'un rapport, on met ça dans la filière 13, puis c'est fini. C'est parce que je suis très content de voir que ces rapports-là ont été pris au sérieux, puis qu'on décide, on va les mettre en application, et c'est parfait. C'est excellent. Alors, je pense que Boussy nous fait signe, c'est certain que ça passe vite. Moi, je ne suis pas pressé. Hein? Mais c'est beaucoup de questions, parce que si vous me le permettez, allez-y. Jackson. On parle de sécurité de la frontière. Est-ce qu'il y a une menace où les migrants, c'est vu comme une menace parce qu'on parle de sécurité à la frontière? Okay. Puisqu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs, allons-y avec notre propre communauté. Oui, notre communauté. Notre propre communauté. Cette semaine, Donald Trump a annoncé la suspension de la TPS, le Temporary Protection Service, pour les Haïtiens. Pour les Haïtiens, oui. C'est beaucoup de monde, là. Oui. Okay? C'est beaucoup de monde. Mais ce n'est pas seulement celui-là
qui est suspendu. Il y a aussi le programme qu'on appelle Biden. D'accord? Oui, C'est oui. aussi un programme qui est venu permettre à des Haïtiens de D'aller là-bas rentrer pour une là-bas période, pour un visa de 2 ans. Mais je vais vous raconter quelque chose. En 2017, là, je vais sortir mes notes, parce Oui. que je vous dois bien ça. En 2017, le 3 mai 2017, Oui. John F. Kelly, qui était secrétaire du département du Homeland, Sécurité. a débarqué à Port-au-Prince pour aller aviser Jovenel Moïse de se préparer à recevoir 54 000 Haïtiens Ouf. parce qu'on allait terminer déporter. le programme de TPS. Ok. OK. Pourquoi? Parce que le TPS a été établi après le tremblement de terre. C'est ça. Oui. Ce que dit le programme TPS, pas seulement pour les Haïtiens, mais pour tout le monde, si vous êtes aux États-Unis et qu'il y a un problème dans votre pays, nous allons vous garder ici jusqu'à ce que le problème problème soit réglé. Oui, soit résolu. D'accord? 15 ans plus tard, il y a eu un autre tremblement de terre après. Oui. 15 ans plus tard, le pays n'a pas réglé ses problèmes. Non, c'est- Donc, les gens qui sont sur le TPS aux États-Unis, d'une certaine manière, et je ne vais pas défendre Donald Trump, j'essaie juste d'être le plus rationnel possible dans ce que je vous donne comme information. Le TPS, c'est pour quand ton pays a un problème. Ton pays doit résoudre le problème. 15 ans plus tard, la classe politique haïtienne n'a rien résolu. Absolument. Donc, les gens qui sont aux États-Unis bénéficient d'un assouplissement de la TPS, parce que, normalement, ils auraient dû retourner 2 ou 3 ans plus tard. Maintenant, le pays est devenu un chaos c'est total. invivable. Ouais. Et moi, je me suis évertué à expliquer que Haïti est un pays en guerre civile. Absolument. J'ai fait une présentation à la Chambre à Ottawa, devant une commission, pour expliquer pourquoi c'est une guerre civile. J'ai eu beaucoup de difficultés, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi je disais que c'était une guerre civile, que je disais que ce n'est pas des gangs, c'est des milices armées, etc. Mais voilà qu'au 1er janvier 2025, les gangs ont déclaré qu'ils sont maintenant un parti politique. Ça, Exactement. Donc, c'est aberrant. Ils viennent de confirmer ma théorie. Parce que la guerre civile, c'est pour prendre le pouvoir. C'est Mais oui, ça. c'est pour prendre le pouvoir. Et les gangs ont maintenant Ont mis cette en place velléité. une structure Et, claire pour prendre le pouvoir. Oui. D'accord? Ouais, Maintenant, pendant que moi, j'essaie de faire cette démonstration pour dire que c'est un pays en guerre, on ne peut pas retourner les gens dans un pays en guerre, etc., etc. Et je suis convaincu que je ne fais pas ça par sentimentalité pour les Haïtiens qui sont sur le TPS aux États-Unis. Je le fais par logique rationnelle. C'est ma job d'arriver avec des choses rationnelles. Je ne peux pas arriver avec n'importe quoi. Dire, ah, ben ça, on la guerre civile. Non, je le prouve. D'accord? Et maintenant, ce que j'essaie de prouver est confirmé. D'accord? Par le fait que ils décident de se positionner pour prendre le pouvoir. Ce qu'ils avaient déjà fait, mais que c'était plus difficile de le démontrer, de le gratter. Bon, ben, enfin. Maintenant, pendant que je fais cette démonstration-là, pendant que aujourd'hui, je vous dis, ben, le pays est en guerre, les milices se sont maintenant déclarées comme prêtes à prendre le pouvoir. Ouais. Donc, pas de problème. Pendant ce temps-là, hier, je suis chez moi, je tombe sur une vidéo de Tidjo Zeni, qui annonce qu'il va faire un bal à Jacmel, un bal à Okaï, un bal au Cap, un bal à Wanamet, un bal à César. On ne fait pas ça dans un pays en guerre. Ben justement, ben c'est là que je vais venir. Parce que j'ai comme l'impression, on parle de Tidjo Zeni, mais moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais abasourdie quand j'ai vu des gangs armés en train de fêter leur anniversaire, puis le Ouais, le peuple, carnaval, il y avait le carnaval. le peuple en train de danser. Puis je me dis, OK, Maintenant qu'on dit ça, maintenant que je vous dis que depuis le 3 mai 2017, ouais. qu'on a avisé Jovenel Moïse que ce serait la fin du TPS, que pour toutes sortes de raisons, on a arrêté. Lui, il avait demandé 18 mois. Uh-huh. OK? On lui avait accordé les 18 mois avant de commencer à retourner les gens. Puis pour toutes sortes de raisons, bon, c'est pas arrivé. Bon, c'est arrêté là. Il y a eu toutes sortes de problèmes en Haïti par la suite. Bon, peut-être que les choses se sont adoucies. Maintenant, le problème, c'est que les Américains sont de plein droit de dire, nous, on ne veut plus vous garder. Parce qu'on vous avait donné un statut temporaire. Temporaire. D'accord? Ils sont de plein droit de dire ça. Ils sont de plein... Moi, j'avais dit qu'ils allaient déclarer que Haïti est un pays sécuritaire. C'est tout ce qu'ils ont à faire.
D'accord? Ils peuvent le faire, puisque Guimbal. Mais c'est ça. Mais oui. Donc, c'est un pays Il y sécuritaire, a on peut aller carnaval. danser. Il y a carnaval. En plus, il y a carnaval. Ouais. Il y a des voyages. La Chambre de commerce haïtienne organise un voyage d'affaires là, en Haïti. Chambre de commerce haïtienne à Montréal. Oui, au Cap. Ils organisent un voyage d'affaires. Explorer des affaires au Cap haïtien. Ben, c'est quelle affaire? Donc, ça veut dire Le que... pays est still open for business. Open for business. Open for business avec qui? Ah ben, Le mais s'il pays y a est open voyage for d'affaires. business. Donc, il y a des voyages d'affaires, il y a exploration d'affaires, il y a des gens qui font des voyages organisés au Cap. Donc, ça veut dire que moi, ma théorie de dire que c'est un pays en guerre, j'ai l'air un peu fou. Ouais. OK? J'ai l'air un peu fou. Maintenant, parce que j'ai l'air un peu fou, maintenant, on va couper la TPS, d'accord? Et le programme Biden. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, c'est où iront ces gens? Absolument. Où iront ces gens? Oui. Est-ce que ces gens vont... Parce que dès le départ, quand on a parlé de l'arrivée de Trump, les gouvernements du Québec et du Canada disaient qu'il va falloir se préparer parce qu'il va y avoir affluence à la frontière. Absolument. Maintenant, nous, comme communauté haïtienne, comme communauté noire, nous avons regardé est-ce que l'impact de cette décision de l'administration américaine va faire qu'il y a des gens qui vont traverser la frontière pour rentrer au Québec. Oui. Donc là, il faut s'y préparer. Okay? Il faut s'y préparer parce que c'est une très forte éventualité. Ben oui. C'est certain. Voilà. C'est comme en 2017, je pense, premier mandat de M. Trump, lorsqu'on a eu beaucoup de gens, beaucoup de migrants à la frontière. Premier mandat, à l'époque, le chemin Roxham était ouvert. Il y a eu ça. Fermé. En fait, aussi, en 2010, tout de suite en 2010, quand ils ont mis en place le TPS pour les Haïtiens, il y a eu pas loin de 140 ou 160 Haïtiens qui ont fait le chemin inverse pour aller chercher le TPS aux États-Unis. Donc, il y aura toujours des va-et-vient de ce genre-là. C'est ça. Tout ça est disponible sur mon site web. Excellent. Ben oui. En tout cas. Oh my God. Gratis en plus. Oui, c'est gratuit. Gratis t-shirt. Gratuité pour se former, s'éduquer. C'est ça. En fait, on ne sait pas comment vous remercier, en fait. Oui. Il n'y a pas de problème. Frédéric Boiron. Mais juste un mot sur parce que souvent on parle de racisme systémique ici. Ça vous dit quoi? Monsieur Legault dit qu'il n'y a pas de racisme systémique. Exactement. Vous répondez quoi? Regardez. Alors, François Legault dit... François Legault... Écoutez, je vous donne un scoop, d'accord? Exact. Parce que ça, c'est quelque chose que... Scoop! C'est quelque chose que je dois écrire là-dessus, puis je ne l'ai pas encore fait. Mais François Legault a dit à un moment donné que il a pris son petit Robert, il a regardé la définition de systémique dans le petit Robert, et systémique, ça a rapport à un système. Et comme il n'y a pas de système qui crée des racistes au Québec, il n'y a pas de racisme systémique. D'accord? Ça, c'est la logique de François Legault. Moi, j'ai pris mon dictionnaire, mon petit Robert, puis en passant, c'est pas pour rien qu'on appelle ça petit Robert. Petit n'est pas le prénom de Robert. D'accord? C'est parce qu'il est vraiment petit. Okay? J'ai regardé la définition de révolution. Ça dit, c'est un objet qui tourne autour d'un autre objet. Et là, je me suis dit, il n'y a pas eu de révolution tranquille au Québec. Parce qu'il n'y a rien qui a tourné autour de rien. Oui. J'adore. OK? Bon. Maintenant, je vais vous donner la définition du racisme systémique selon François Legault. Oui. François Legault a présenté des excuses à la famille de Joyce Echaquan à l'Assemblée nationale. Et il a dit ceci. Et je vous le dis exactement comme il l'a dit parce que ça fait des je me le répète tout le temps. Les personnes autochtones ont subi des blessures, ont subi de la discrimination qui a laissé des blessures profondes. D'accord? Qui durent encore depuis des années. Et moi, je dis que... Et ça a laissé des traces. D'accord? Voici comment il le dit. Le racisme systémique, selon le sénateur Murray Sinclair, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. Oui, j'ai vu ça dans le rapport. D'accord?
Le racisme qui reste quand les racistes sont partis, n'oubliez jamais ça. Ce que François Legault vient de vous dire, c'est que les personnes autochtones ont subi un racisme qui, des décennies plus tard, des centaines d'années plus tard, ont laissé des traces. Donc, ces traces-là, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. D'accord? Ouais. C'est les blessures profondes. Ce sont des blessures que les Autochtones portent en eux jusqu'à présent. Ben oui. C'est ça le racisme systémique. Ouais. Donc, ces traces-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient racistes, qui ont laissé des traces dans la culture des organisations, Oui, qui font que les gens qui arrivent dans ces organisations sont traités différemment. absolument. OK? Donc, la meilleure définition du racisme systémique, je ne sais pas c'est qui a écrit le discours de François Legault. Si j'étais à sa place, je l'aurais congédié parce qu'il contredit François Legault. Il lui fait dire quelque chose qui est contre ce que lui-même a dit. Oui. D'accord? Parce que le racisme systémique, c'est effectivement ça. C'est les traces de racisme qui restent dans la culture des organisations. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au SPVM, si vous êtes une personne d'une X, d'une femme, une personne de 5 pieds 5, etc., puis qu'il y a un homme blanc, hétérosexuel de 5 pieds 8 qui se présente, c'est pas automatique que quelqu'un va dire, tiens, on va le prendre, lui, il est grand, non. Mais c'est dans la tête. Ouais. C'est le... C'est un réflexe, hein? C'est le... C'est le réflexe. C'est mieux que ça. J'ai bien commencé avec toi tantôt, là. C'est mieux que ça. Hein? Non, là, je perds le... C'est le eux autres, on le sait bien. On le sait bien. C'est Oh ça. oui, c'est le eux autres, on le sait bien. C'est ça. Oh. C'est le eux autres, on le sait bien. Le eux autres, on le sait bien, c'est ce que nous gardons tous en nous comme trace du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, de la transphobie, de la grossophobie, de toutes les phobies que vous pouvez imaginer. Oui. C'est qu'on l'a tous dans notre tête. On a commencé avec ça, on finit avec ça. Quelle belle façon Excellent. de terminer. Et c'était appétissant. Ouais, eux Très autres, on le appétissant. sait On bien. le sait bien. Eux autres, Alors, on le sait bien. merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez aimer. Vous avez aimé, évidemment, les propos de Frédéric Boiron. Donc, On va Monsieur dire Boiron, l'intervention. oui, l'intervention. Ça, c'est précision. Alors, j'espère que c'est pas la dernière fois que vous allez passer nous voir, Monsieur Frédéric Boiron. Donc, merci encore une fois. C'était un plaisir. Mais un dernier mot, ça doit être quoi? D'abord, moi, je vous félicite. Merci beaucoup. C'est un très beau studio. Vous êtes très bien équipé. Vous êtes bien préparé à recevoir vos invités. Ça vous nous avez fait rendu plaisir. la conversation intéressante. Et puis, continuez. Et puis, toujours vous rappeler que c'est d'abord dans votre tête que les choses se passent. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous dire, eux autres, on le sait bien. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer ça, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, vous allez le regretter. C'est excellent. Absolument. D'accord? C'est inévitable, vous allez le regretter. Super. Donc, encore une fois, merci. Charline, c'était un plaisir Oh my d'avoir God, partagé le micro avec toi. Merci, Monsieur Boiron. Merci, Frédéric. Sincèrement, je peux dire que j'ai hâte au prochain essai ou au prochain roman, ou je ne sais pas si ça va être un essai ou un roman. Je ne suis pas romancier. Hein. Moi, j'écris des essais politiques. Des essais politiques. Et moi, je dis aux gens, avant d'acheter mes livres, allez sur mon site web, Oui. www.frédéricboiron.com. Vous avez plus d'articles, d'ailleurs, plusieurs choses dont j'ai discuté avec vous Oui, c'est ce là. soir sont C'est déjà ça. sur le site. C'est gratuit. Allez lire. Oui. Parce que je ne veux pas que vous achetiez mes livres et que vous ne les lisiez pas. Donc, parce que j'en ai pas beaucoup, puis je ne suis pas un vendeur de livres, je suis un gars qui vend des idées. Donc, je partage des idées. Donc, avant d'acheter mes livres, allez sur le site, lisez les textes. Si vous aimez, si vous trouvez que ça a de l'allure, il y a plusieurs textes qui sont dans les livres. Donc, vous avez déjà, même si vous ne voulez pas en acheter, c'est pas plus grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous me lisiez. Oui, D'accord? absolument. C'est que vous me lisiez puis que vous en parliez à des amis, que ça fasse des débats, ça nous Ça fait un construise. écho, C'est ouais. ça, ça nous construise, que ça participe à l'éducation des gens autour de moi. J'ai la chance d'enseigner. C'est comme si je donnais un cours gratis, finalement. D'accord? Ouais. Donc, allez-y, avant de dépenser votre 25$ ou 32$ avec le frais de poste pour acheter mes livres, allez lire. Si vous aimez, achetez les livres. Si vous n'aimez pas, n'achetez pas. Parce que si vous achetez, vous privez quelqu'un d'autre d'une copie. Quelqu'un qui va le lire. Quelqu'un qui va le lire. C'est excellent. Ah ben, c'est ça, c'est la fin. Merci à Brisley Joseph
Merci, qui monsieur. était derrière tout ce qu'il y a comme manœuvre technique. Donc merci encore une fois, on se donne rendez-vous à la prochaine.